Salut, c'est Pierre Amiche. Aujourd'hui, pour Rugby Brut, je reçois un autre Pierre, Pierre Rasky, le numéro 8 du CSBJ des années 2000. Avec Bourgoin, il a tout connu, des finales de championnat de France et même des finales de Coupe d'Europe. Il a été l'un des membres de la Berjali, cette confrérie des avants redoutables qui a roulé sur la France entière. Et il va se pencher avec vous sur son passé, ses souvenirs, ses regrets, ses rencontres, ses beaux moments aussi. Et puis comment parler de Pierre Rasky et de Bourgoin sans évoquer le public de folie du CSBJ, de Pierre Rajon et de la forteresse que ça a été. En somme, retour sur une époque que les moins de 20 ans n'ont pas connue, mais qui a laissé des traces chez tous ceux qui ont suivi le top 14 et le top 16 dans ces années-là. Bonne écoute à tous. Bonjour Pierre, merci d'être dans Rugby Brut, un podcast qui se veut être authentique. C'est un mot qui te correspond bien finalement, authentique. Bonjour, ouais, ça me correspond. En tout cas, c'est comme ça que je me vois. En tout cas, ça c'est sûr. Je me sens authentique parce que déjà proche de mes origines, de ma famille, de là d'où je suis né. Voilà, je suis jamais allé très loin du point de départ. Je suis né à Grenoble, j'ai joué à Oyonnax, j'ai joué à Bourgoin, à Voiron. Enfin voilà, on était ça s'est resté très proche. Voilà. Et après, ouais, je pense que je suis quelqu'un qui plaît ou plaît pas, voilà. Mais en tout cas, j'ai toujours dit ce que je pensais. En 1996, il se passe un truc très important dans ta vie d'homme et dans ta carrière. C'est que tu vas signer à Bourgoin. Tu l'as dit, tu es passé par Voiron, tu as joué une saison à Oyonnax et tu débarques dans ce qui sera peut-être le club de ta vie, en fait, le Hein. CSBJ. Pourquoi le CSBJ? Pourquoi signer à Bourgoin? Ouais, c'est ça. Ouais. J'étais à Voiron, je suis parti à Oyonnax pour un beau projet avec des présidents qui étaient géniaux. C'était les frères Manduché, donc j'avais la chance de rencontrer des gens déjà passionnants à Oyonnax. Et puis là se présente tout de suite pour moi ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire Bourgoin qui venait 2 ans avant d'avoir perdu en demi-finale contre Toulouse. Enfin voilà, on était déjà dans un club qui était vraiment très intéressant de premier plan. Et quand on me propose ça, tu peux pas tellement te dire bon, je vais attendre un peu, on verra dans quelques temps. Voilà. En plus, c'est Michel Couturas qui m'appelle. Bon, clairement, c'est celui à qui pas que moi, hein, beaucoup de joueurs de Bourgoin doivent beaucoup de choses. C'est à Michel Couturas. C'est un garçon qui nous a trouvés, on va dire ça comme ça, trouvés dans des petits coins paumés, chercher Sob Chabal, Lionel Nallet, Julien Bonner, enfin, tous ces gens-là sont arrivés au club par Michel Couturas, donc c'était un grand manager à l'époque et surtout voilà, c'est quelqu'un qui est capable de t'emmener au bout du monde et en fait quand il te parle et qu'il te dit viens à Bourgoin, assez rapidement tu te dis que c'est évident, tu peux pas aller ailleurs, c'est là qu'il faut aller. Et puis tu as commencé à l'évoquer, Bourgoin, c'est la Berjali, c'est un état d'esprit, c'est aussi une culture. Pour resituer, Bourgoin, c'est 30 000 habitants. Je pense qu'il y a 29 990 fans de rugby. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, ça pèse le poids des supporters, la passion. Ouais, à l'époque, ça l'est toujours, hein, même si maintenant, c'est moins visible, mais les gens sont toujours très attachés au club de Bourgoin. À l'époque, c'était évidemment que c'était même plus large que Bourgoin, c'était vraiment régional. Et ouais, t'avais la Berjali, c'est arrivé après cette histoire de Berjali, mais en fait, l'histoire de départ, c'est quelques anciens qui avaient des valeurs extrêmement fortes. Gilles Cassagne, on avait, enfin voilà, Gilbert Bruna, des gens qui avaient d'énormes valeurs humaines et qui ont, Marc Sessillon, bien sûr, enfin, etc., etc. On avait plein. Des gens qui ont construit un peu ce qui était, avec Michel Couturas, ce qui était le Bourgoin, et nous, on est arrivé un peu sur la pointe des pieds. Et après, dans cet esprit village, ouais, village. C'est-à-dire, que tu vas chercher ton pain, il y a 40 personnes qui te parlent du match. Bon voilà, oui, c'est tout petit. C'était la grande différence quand tu parlais avec les gens du Stade Français qui te disaient, nous l'avantage c'est quand on sort du match et que on se balade dans Paris, il y a personne qui te reconnaît et du coup tu peux faire ta petite vie en dehors. Bon à Bourgoin c'est juste impossible. Quoi que tu fasses, les gens t'interceptent. Et en même temps c'est ce qui fait le charme du truc. C'est assez génial d'avoir cette proximité, et cet amour des gens. Parce que clairement, c'était de l'amour. Hein. Enfin, on était vus comme des stars alors que, bon, on était des joueurs de rugby. Et voilà, et c'était assez génial.
C'est cette relation au public, au terroir, presque la tradition en fait, qui fait que Rajon devient une forteresse. Ouais, bah déjà ta famille, ta famille qui vient parce que tous les joueurs à cette époque venaient du terroir. Donc ça veut dire que tous les week-ends, on avait tous nos familles dans les tribunes qui étaient présents. Et déjà, rien que ça change tout. Ça veut dire quand tu joues devant ta famille, déjà, alors les gens vont dire ouais, non, c'est du pro, machin. Ouais, mais n'empêche que quand t'as ta famille dans ta tribune, bah t'as toujours envie de faire le petit plus qui fait que t'avais déjà ça. Et puis après, oui, le terroir, la vision de ce que construisait, je le redis, mais Michel Couture, c'est lui qui a construit ça. Il a construit l'esprit, il a construit les valeurs de cette équipe, il a construit ce côté, nous faire croire en fait qu'on pouvait battre n'importe qui. Je pense que c'était ça. Il avait réussi à nous amener à un niveau de confiance en nous qui faisait qu'on pouvait s'imaginer battre n'importe quelle équipe. Et ça a quasiment été le cas en 97, puisque c'est un miracle en fait quand on regarde les budgets et la taille des équipes. Le CSBJ va tout renverser, sauf en finale. Ouais, Une défaite pas forcément cruelle, mais un peu dure à avaler quand même. Est-ce que tu te rappelles de ce oh, match? ouais, bah bien sûr, je me rappelle super bien. Et bon, déjà c'est une année fantastique parce que on surfe, tu surfes sur le rugby, quoi. C'est assez exceptionnel. Je me rappelle d'un déplacement qu'on fait à Agen avec un bus où tu pars le matin à 8 heures, tu joues le soir à 18 heures, donc tu tapais, je sais pas combien, 7 heures de bus, et puis tu gagnes le match et tu repars en bus. Enfin, tu vois, c'est vraiment des trucs. Si on expliquait ça aujourd'hui à un joueur de rugby qui doit se faire 7 heures de bus le matin, le soir jouer et reprendre le bus derrière, il te dirait de quoi tu me parles. Bah nous c'était ça, à l'époque c'était ça. Bon, hein, c'était tu prenais le bus et bah dans le bus il se passait quoi? Il se passait encore plus de bergalie, encore plus de partage, encore plus de moments qui nous resserraient. Et on savait que c'était différent des autres clubs. Nous on passait notre vie dans les bus, mais ouais on a surfé. Et le match de la finale, bah, évidemment déjà c'était juste sur pareil le rapport à nos proches qui montaient à Paris, montaient à la capitale déjà pour ce match-là. T'avais tout Bourgoin qui montait à la capitale, il y a des trains affrétés. Enfin c'était ouais un moment purement magique. Voilà, moi je dis purement magique. Après évidemment bah tu perds le match parce que tu perds une des personnes importantes à ce moment-là qui est Steve Gla, qui est quand même un des joueurs de l'époque, un fantastique joueur de l'époque. Et donc bah, quand tu le perds, ça donne une petite complexité. Et puis Toulouse, bah voilà, c'est Toulouse quoi. Voilà, les finales ils savent les jouer, ils savent ne pas les jouer pour gagner. Là en l'occurrence ils l'ont pas joué pour gagner et ils l'ont gagné. Et donc c'est la force de l'expérience. Pour moi, Toulouse, c'est l'expérience. Et là, ils ont réussi à gagner en fermant là où il fallait fermer. Victoire 12-6, il y a 6 partout à 9 minutes de la fin et Christophe Delot tape notamment un drop qui va mettre un terme aux espoirs bergaliens. Cette première finale, c'est aussi le début d'une nouvelle aventure parce que c'est une équipe qui finalement est assez jeune et qui va se construire. Tu as cité quelques noms, hein, Julien Bonner, Sébastien Chabal, mais on pense aussi à Olivier Millou. Enfin, il y a la moitié de l'équipe de France, hein, Pascal Papé, Lionel Nallet, Julien Pierre. Euh, Comment tu expliques le fait que Bourgoin ait toujours eu le talent ou la chance, la réussite de sortir des avants, de grands talents? C'est une question de culture ou c'est une question aussi de Bah, la terroir, culture, d'entourage, de... moi, la culture, c'est sûr. On avait quand même une culture d'avant. Michel Couturas, c'était un mec qui portait le jeu d'avant de façon très forte. Et donc oui, il y avait la culture. On avait un passé quand même. Marc Sessillon, c'est quand même aussi Bien un sûr. leader de l'équipe de France. Donc en fait, en 97, pour moi, moi je fais partie des jeunes à l'époque, je dois avoir 24 ans, et tous les autres sont des joueurs d'expérience. Voilà, c'est plutôt ça l'équipe 97. Et petit à petit, bah, il est allé chercher sur un terroir qui était très peu utilisé. Enfin, clairement, il y avait pas d'équipe à Lyon, il y avait une équipe à Grenoble qui pour moi avait très peu travaillé le terroir. C'était plutôt les Mammouths à l'époque, et il est allé chercher des joueurs brillant, mais d'ailleurs. Et le terroir autour de Bourgoin, il était complètement vierge. C'est-à-dire que Julien Bonnet, Ariane Sassavin, Lionel de Bourg-en-Bresse, et Sébastien Chabal de Valence, c'est tous des endroits où ben, personne allait chercher les jeunes. Et donc Michel, il a fait ça. C'est-à-dire qu'il a fait quoi? Il s'est passé tous les week-ends à aller se taper, je sais pas combien de matchs de jeunes de niveau inférieur pour voir les joueurs identifiés. Et c'est lui qui a réussi
à créer des réseaux. Et on lui a emmené des joueurs comme ça. Et oui, c'est la chance, tout à la fois pour moi. Il y a le terroir pas travaillé, il y a la culture du jeu d'avant. Et puis après, il y a aussi l'intégration. Enfin, je pense que c'est aussi le point fort de Borouin, ça a été cette capacité à créer un collectif qu'on a appelé la Bergalie, mais c'était un collectif de valeurs. On partageait les mêmes valeurs, on partageait une simplicité, une transparence. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient des vrais bons, ouais, des vraies bonnes valeurs de partage. Finalement, cet effectif va connaître trois demi-finales, puisqu'il y a la demi-finale de 95, mais il y a surtout celle de 99, 2004 et 2005. À chaque fois, on se dit que vous passez vraiment pas loin. Euh, Avec le recul, avec les années qui passent, est-ce que tu as encore des regrets par rapport au fait de ne pas avoir gagné de Brennus, ou est-ce qu'il manquait quand même quelque chose Hum. au final? Non, je pense on a encore je pense que c'est les deux plus, c'est 97 et 2000, 2005 2005. la dernière. Ouais, celle-là. 2005, c'est fou quand même. Tu joues deux matchs clés. L'année 2005, on a encore une année où on a quand même un petit peu survolé les débats. On fait des très bons matchs à Toulouse contre Toulouse. Enfin voilà, on est vraiment dans une bonne dynamique toute l'année. On n'a pas grand-chose qui nous Trente ma- retient. Et en, 30 matchs, 8 voilà, défaites. C'est, enfin, voilà, on est sur une magnifique dynamique et en fait, tu te dis qu'encore sur un match clé, tu arrives à péter le meilleur joueur de ton équipe. Tu vois, et on pète Benjamin Boyer qui à l'époque était pareil, stratosphérique comme Stéphane là avant et tu le casses et à partir du moment où tu le casses, bah, ton match il devient très compliqué parce que c'est toute la difficulté de Borouin, c'est qu'on avait des super joueurs mais on n'avait pas de joueur B et de joueur C, on avait un joueur par poste et quand tu le cassais, c'était pas cool, voilà. Et là, rebelote, quoi. Une fois Stéphane Da, une fois Benjamin. Bon, voilà, c'est la vie. Mais je pense que 2005, c'était l'aboutissement d'une... Ouais, ça aurait été sympa. Cette année-là aurait été peut-être encore plus sympa pour moi que l'année 97. bah, surtout C'était la que, fin de ma carrière aussi. Et voilà. du coup, c'est vrai que j'aurais adoré finir avec ça. Mais bon, voilà, après, il y a une justice. Hein. Il y a des grandes équipes. On perd contre Biarritz, ils sont champions. Enfin, voilà, c'est comme ça. À la fin, tu te dis, t'as des petits regrets, mais la vie, elle est comme ça. On a perdu, point. Ouais, en fait, en 99, vous perdez contre le champion en demi-finale. En 2005, vous perdez contre le champion en demi-finale. Mm. Et en 2004, je ne sais plus, Stade français est champion en 2004, j'ai un doute. Je sais plus. Je sais Je vais, plus. je vais regarder. Je sais que 2004, on perd contre Stade Français, tu vois, toujours Ouais, pareil bah, c'est le Stade avec français qui gagne. Donc, c'est-à-dire que les. une erreur. Je me rappelle très bien de 2004. Si tu vois, les 2004, on fait une superbe année. On a des joueurs d'une qualité dans notre effectif. Par exemple, on a un Florian Fritz, qui est quand Hmm. même, pour moi, une pépite absolue. Et Florian, bah, c'est un choix d'entraîneur qui dit non, on va faire jouer David Venditti au centre et pas Florian. Et on est tous en train de batailler pour faire basculer parce qu'on sait que c'est Florian qui doit jouer. Et je crois qu'on prend 25 points avant que Florian rentre et on en met 20 quand il rentre. Voilà, chose comme ça. Mais voilà. Donc il y a aussi eu des erreurs de choix. Mais bon, après ça c'est la vie. Tu peux toujours regretter d'avoir fait les mauvais choix. Mais ça se Ah, trouve ça aurait fait. tu le sais qu'après. Voilà, tu le sais qu'après. Bah Donc c'est oui. comme ça. Voilà. Mais en tout cas, on a perdu chaque fois contre les champions. On avait Ouais, fait c'est des ça. belles équipes et on a créé chaque fois des beaux collectifs. Ça a chaque fois été des belles, pour moi, des très beaux souvenirs humains. Dans les gens, on se côtoie toujours, on se voit encore. Ah ouais, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Pour les jeunes auditeurs qui découvriraient la folle histoire de Bourgoin et celle de Pierre Rasky, Pierre, c'était quoi tes qualités? Waouh. Déjà, c'était pas le rugby au sens, la vision de jeu, le Les sens. Cisteras, les cadrages débordements. J'étais pas Chistera, cadrage débordement, tout le monde le sait. C'était pas du tout un point fort. Par contre, je pense que j'étais un vrai guerrier au sens leader et au sens esprit. Voilà, j'avais cette capacité en tout cas, à embarquer, à emmener, à faire avancer, à rien lâcher. Voilà, je pense que ça a été un point essentiel et ouais, je pense que mes qualités, elles étaient vraiment sur cette capacité à emmener tout le monde. Voilà, je pense que j'ai été, je pense sur 10 ans, j'ai dû être 7 ans capitaine, un truc comme ça. Ouais. Bon, capitaine pour moi, c'est
Aujourd'hui, dans l'entreprise, c'est exactement la même vision. Un capitaine, c'est celui qui est sur le terrain, mais qui en même temps doit surtout faire jouer les autres. Et le vrai sujet, c'est comment, en tant que capitaine ou en tant que patron d'entreprise, tu dois avoir des gens bien meilleurs que toi autour de toi, mais réussir à les faire jouer à leur top niveau. Je pense que c'était ça ma force, c'était d'être capable de gérer tous les problèmes que tu peux avoir dans des clubs, c'est-à-dire des problèmes d'ego, des problèmes de mecs qui doivent être devant l'autre. Voilà, bah, gérer tous ces problèmes au quotidien, quand tu arrives à gérer tous les égos de tous les mecs et les faire jouer à leur bon niveau, je pense que c'est ce qui fait que t'es bon. Et je pense que j'avais, en tout cas, ce rôle-là, que ça soit avec Michel à l'époque et après avec Sven et Saint-André, c'était vraiment ça le rôle. Et oui, et après, bah, faire le job de 8, c'était bon. Enfin, voilà, je savais jouer 8, mais je pense pas que je puisse dire que j'étais dans les 8 les plus rugbyistique du monde. Il y avait des gens bien meilleurs que moi, type Thomas Lièvremont à l'époque, ou d'autres, Juillet, etc., qui étaient des mecs avec, ou Christian Labitte, qui avaient des capacités rugbystiques bien supérieures à nous. Malgré tes qualités rugbystiques qui ne sont pas celles de ceux que tu viens de citer, tu vas quand même faire des tournées avec le 15 de France, en tout cas une en Australie. Ouais, Euh, pour, euh, pour toi, est-ce que cette tournée, c'est un grand moment ou une petite déception? Parce qu'en fait, pour rappel, hein, tu vas faire la tournée en Australie. Si je dis pas de bêtises, il y a le 8 titulaire qui se pète et ça ouais, devrait être ton tour. Et finalement, c'est Fabien Pelouse qui va jouer en 8 ouais. et tu comprends que C'est ça va être compliqué. c'est le, je dirais que c'est la plus grosse déception que j'ai connue dans le rugby avec les hommes, en fait. C'est-à-dire que et moi, je découvre le rugby cette année-là, je trouve qu'il se passe bien, j'arrive à Bourgoin, on fait 3 finales, on me convoque en équipe de France, je pars en Australie. Donc là, tu rentres dans un système où tu connais rien, hein. T'es vraiment un bleu du truc. Je devais partir avec Stéphane, il est blessé, du coup, il part pas avec moi, donc je me retrouve le seul Bergalien à partir. Je connais rien, j'ai jamais fait de tournée. Et donc là, tu te dis, bon, c'est pas grave, les mecs vont être cool, ils vont t'expliquer. Bon, bah, tu comprends vite que, heureusement que t'as deux, trois joueurs très sympas autour qui s'appellent Califano, qui s'appellent Abdelatif Benazi, t'as des mecs, ou voilà, des mecs adorables qui m'ont, ou même Xavier Sadourny, enfin voilà, des mecs qui étaient plutôt bienveillants. Le reste, tu t'as compris qu'il faut aller chercher voilà, il y a chacun pour, c'est Dieu pour tous et chacun pour soi, hein. C'est clairement Mm. ça. Et en fait, ouais, j'étais hyper déçu parce qu'on a les matchs qu'ils appellent ça les toast matchs là, ceux qui servent à rien, et à chaque fois qu'il y a des toast matchs, on te dit révélation de la tournée, Raski, révélation de la tournée, Raski. Donc tu te dis, quoi, le 8 se pète, bon bah on va au moins te donner la possibilité de d'être remplaçant. Tu vois, c'était ça dans ma tête. Je me dis au moins tu vas Mm. pouvoir peut-être. Et là, on t'explique que c'est un deuxième ligne qui va jouer numéro 8. Et bon là, tu te dis bon. Je sais même pas ce que je suis venu faire ici, en fait, parce qu'à partir du moment où tu prends un 8, que tu l'emmènes en tournée, et que le 8 se blesse, tu fais jouer un 4, bon, bah, clairement, c'est que t'avais rien à faire dans cette tournée. Enfin, voilà. C'est comme ça que moi, je l'ai perçu. Et du coup, à partir de là, si tu veux, le sujet, équipe de France a été, dans ma tête, et c'est comme ça que je le perçois, pipé. C'est-à-dire Mm. t'es pas invité, on t'invite pour faire joli et dire, t'as vu, on a pris des Bergamiens, c'est juste pour faire joli, mais en fait, le sujet est déjà clos avant d'arriver. Ouais, t'as pas senti qu'on t'avait donné ta chance et que tu avais quelque chose à jouer, en fait. Pas du tout. En tout cas, sur cette tournée, pas du tout. Clairement, aucune chance à jouer sur cette tournée. Mais c'est comme ça. Enfin, voilà. Après, Fabien Pelot, grand joueur, respect. Maintenant, voilà, à un moment donné, tu joues 8, tu fais une bonne saison, on t'emmène en tournée, tu te dis que sûrement on t'emmène en tournée parce que on peut imaginer que tu aies quelque chose à montrer. À partir du moment où on te donne pas la chance de le montrer, c'est que je sais Ouais, pas bien sûr. pourquoi on t'a emmené, en fait. Et puis en plus, là, tu l'as dit, c'est une année quasiment parfaite pour toi. Tu fais trois finales, tu as 26 piges, Ouais, t'es je fais trois titulaire. finales, je suis pris sur un match toast contre les Bucks, voilà, où on perd, mais je fais partie encore des joueurs cités comme étant les bons joueurs à l'époque. Bon, bah, tu te dis, bon, voilà, j'ai fait le job. Voilà. Et donc, le moment où, bah, c'est comme toujours, il y a un moment dans ta vie, il y a toujours un moment où la chance, elle passe. C'est-à-dire qu'à Bourgoin, je suis arrivé à Bourgoin, j'étais tout jeune, j'étais pas titulaire, le 8 se pète, Michel Coutoras se dit, bon, bah, Pierre, samedi, tu joues le numéro 8. Bon, ça, c'est la chance qui passe. T'as un mec qui se blesse, c'est la vie, tu peux rien, t'as pas fait pour, mais on te donne ta chance. Bah là, la chance se passe, Richard Castel se blesse et on me dit, bah non, tout compte fait, ce sera pas toi, ça sera un numéro 4 qui va jouer lui.
ok, bah, écoutez, allons-y. Voilà, mais du coup, il y a plus d'intérêt pour moi. Cet épisode du 15 de France finalement se referme aussi parce que Ouais. après Bernard Laporte arrive et ses ambitions Je, au jeu collent mal avec tes qualités. Si je je suis pas du tout adapté au profil de numéro 8 de Bernard Laporte, même si, voilà, je m'entends très bien. On a joué plein de fois contre le Stade Français. On a beaucoup discuté avec Bernard. Voilà, c'est un mec rugbystiquement qui tient la route. Maintenant, je n'étais pas du tout adapté à son profil d'équipe et de joueur. Bah lui, il voulait des 8 avec beaucoup de volume, comme Julien Bonner, comme Ouais, Adrien Nordoki. ouais, il voulait surtout des 8 plutôt très puissants. Sa vision, c'était la puissance du joueur et le sauteur en touche. Évidemment, je n'étais pas Oui, sauteur en touche, donc j'étais ni Julien Bonner ni Manol. Et deuxièmement, la puissance, c'est clair, c'est pas moi. Voilà, donc c'est sûr que je collais pas du tout. Et puis de toute façon, c'est la vie. Enfin voilà. Là, honnêtement, j'ai aucun regret sur la période de rapport parce que j'avais absolument rien à faire dans l'équipe qu'il avait construite, qui était vraiment une équipe pensée comme il l'aimait, mais pas du tout adaptée à moi et à mon jeu, clairement. retour au CSBJ, tu as connu quand même des présidents très particuliers. Quand on fait le bilan des présidents qui sont passés à Bourgoin, j'en rigolais il n'y a pas longtemps avec Philippe Saint-André que j'ai la chance d'interviewer. Quand tu as Pierre Martinet, Patrick Sébastien ou ce genre de personnage, Mm. ça tranche aussi un peu quand même avec Ouais. l'image du club. En fait, faut réussir à passer. C'est des choses. Ouais, c'est très particulier pour moi. C'est à la fois des choses bénéfiques pour le club parce qu'un Pierre Martinet, s'il n'est pas là, bah Bourgoin aurait pas pu créer ce qui a été créé. Il fallait quand même quelqu'un qui mette un peu d'argent au début et c'est quelque chose qui lui a énormément rapporté comme il a énormément investi. Voilà, pour moi, c'est un très bon deal pour lui. Avant d'être à Bourgoin, bon voilà, c'était pas pour moi pas du tout la même visibilité qu'il avait, donc il s'est servi du club pour son business et il a investi beaucoup d'argent là-dedans et je trouve ça plutôt très bien et ça a été une normalité pour moi pour lui de faire des voilà, c'était très bien. Voilà, je suis très content d'avoir eu un président comme ça parce que il n'était pas simple, il n'était pas c'était pas le plus simple, c'était pas le plus marrant, c'était pas mais par contre bon voilà quand même il a été là, il a été fidèle au poste, il a payé quand il fallait payer donc c'est des sujets qui sont il faut quand même des présidents comme ça par moment. Patrick Sébastien, pour moi, c'est une anecdote. Voilà, clairement, il était venu là parce qu'il y avait Philippe Saint-André pour jouer un peu, et le renseigne. Mais en soi, pour moi, il a jamais été président du club. Il a été, voilà, il a été juste là pour faire joli, quoi. Voilà, Mm. il était présent à côté du président historique, mais celui qui était vraiment président, c'était Pierre Martinet. Voilà, mais ouais, c'est des choses qu'il faut prendre, tu sais, voilà, je me rappelle une anecdote, tu vois, à l'arrivée de Philippe et de Laurent Seigne, et ils m'avaient convoqué, quand ils arrivent, ils m'avaient convoqué en me disant, écoute, on se pose la question de si on va te garder ou pas. Moi, je m'étais dit, ah, d'accord. En gros, ils étaient en train de se dire que fallait peut-être pas garder les fortes têtes, voilà, parce qu'ils arrivaient, il fallait prendre le club, il leur fallait le mettre. Voilà, je dis, bah, écoutez, pas de problème, et je me rappelle que c'était les présidents qui avaient dit, ouais, il est quand même sympa, si, ça serait bien que vous le gardiez, voilà. Et donc, j'étais resté, et il m'a dit, mais par contre, tu seras plus capitaine. Je dis, bah oui, il avait mis Lionel Nallet capitaine. Puis au bout de 3 mois, Lionel Nallet m'a été mis voir en disant, Pierre, est-ce que tu peux reprendre le capitanat parce que c'est trop compliqué, c'est un truc qui m'intéresse pas. Voilà. À l'époque, sur Bourgoin, parce qu'après, ça a été un grand capitaine de l'équipe de France, c'est un super joueur, Lionel, j'adore, humainement et rugbystiquement. Mais voilà, c'est juste pour dire que des fois dans ta vie, tu vois, les gens pensent que tu vas aller dans ce sens-là, puis tout se retourne en très peu de temps. Donc pour moi, ouais, c'est des non-sujets. C'est des présidents qui ont été là. Pierre Martinet était là, il a fait le job de président quand il fallait le faire, et donc pour respecter, je le respecte fortement pour ça. Après, est-ce que je serais parti en vacances avec Pierre Martinet? Non, je serais pas parti en vacances avec lui. Tu serais pas parti avec le traiteur intraitable en vacances. Non, mais voilà, mais après, c'est comme lui serait sûrement pas parti en vacances avec moi, voilà, c'est Mais réciproque, ces je choses-là. pense, de toute façon, je pense qu'il partait pas en vacances. Je sais pas, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas d'amertume envers ces Ouais, bien sûr. présidents-là. C'est des gens, ils ont été là, ils ont fait le job, ils ont bien fait le job pour, si on parle financièrement, ils ont été présents quand il fallait être présents. Et en tant que joueur, à un moment donné, c'est ce qu'on te demande, hein, c'est de pas trop te préoccuper de comment on va pouvoir payer les salaires à la fin du mois, mais plutôt de te préoccuper de faire ton match. Et donc, bah, lui, il a réussi à faire ça, et c'est quand même assez essentiel dans un sport de haut niveau.
Est-ce que tu peux me raconter ce que c'est la piscine de Bourgoin? La piscine. On Elle en est parle. juste derrière. Elle est juste derrière. Il y a une piscine municipale qui est juste derrière la tribune où on avait nos vieux vestiaires. Voilà. Et donc, en fait, il y avait c'était simple. On attaquait toujours une piscine dans le dos, le début du match. Et Parce on que le finissait terrain tout le était temps, voilà, pas tout à on fait disait droit. que le terrain était en pente, c'est ce qu'il disait. Je sais pas si vraiment il est en pente, mais en tout cas, on finissait toujours dans le sens direction la piscine. Et en fait, bah, la deuxième mi-temps de ce BJ était toujours celle où on voulait enfoncer le clou, et donc le public scandait la piscine pour dire qu'il fallait embarquer les mecs jusqu'à la piscine. Voilà, et c'était chaque fois ce petit truc assez génial de la piscine, voilà, sur les mêlées, voilà, donc on a un jeu d'avant, donc on a quand même joué beaucoup mêlées contre pénétrants. Voilà, on n'était pas des doubles sautés redoublés, c'était plutôt, il y avait quelques joueurs pour ça, hein, quand même. On avait des super joueurs, mais on avait quand même un jeu d'avant assez réputé. Pour finir, Pierre, il y a finalement une carrière, c'est fait de rencontres, c'est fait de duels, de défis, de déceptions, de grands succès. Est-ce que, au terme de ce que tu as connu, à savoir quasiment un peu plus de 12 ans au plus haut niveau, quasiment 14, je pense, est-ce que tu es fier de ce que tu as accompli? Ouais, enfin, fier, c'est sûr. Je suis très heureux d'avoir pu faire ce que j'ai fait. Ouais, je suis fier de ce que j'ai fait. Est-ce que j'aurais pu faire mieux? C'est sûr. Donc, tu dis toujours que j'aurais pu faire mieux. Ouais, j'ai tout le temps bossé. J'ai jamais arrêté de travailler. Là où les mecs sont passés pro, moi, j'ai continué à bosser à côté. Donc, aujourd'hui, tu te dis, bah, je suis très content d'avoir continué à bosser parce que ça m'a permis de basculer très vite quand j'ai arrêté le rugby, de rebasculer sur mon métier, de me réinvestir dans une entreprise. Ça, je suis très fier d'avoir eu ce double parcours par rapport à d'autres joueurs qui ont tout lâché pour devenir professionnels. Voilà, et donc c'était plus dur, mais c'était un truc génial. Donc ouais, je suis fier de ça. Je suis fier de plein de choses, des gens que j'ai rencontrés. Je suis fier d'avoir. Ouais, je suis très heureux d'avoir côtoyé un garçon comme Michel Couturas. Voilà, c'était quelqu'un de d'assez fantastique. Et puis, j'ai vu des joueurs, pour moi, hors normes. Olivier Niou, Julien Bonner, Sébastien Chabal, Lionel Nallet, Pascal Papé. Voilà, si je résume juste à eux, pour moi, ça, c'est des joueurs hors normes. C'est des garçons, quand tu les as autour de toi, c'est pas trop ce qui peut t'arriver quand même. Ils sont tellement d'une facilité quand ils jouaient, c'est une facilité. Je maintiens que c'est des garçons que j'ai rarement vu des gens aussi simples et aussi faciles sur le terrain. Et voilà. Et donc, ouais, je suis très heureux d'avoir pu côtoyer ces gens-là et d'avoir joué avec eux parce que comme je te dit tout à l'heure, quand tu regardes l'équipe qu'il y avait à Bourgoin, entre le 1 et le 8, le seul mec qui était moyen rugbystiquement, c'était moi. Donc, j'avais la chance d'être au milieu de 7 mecs, quasiment tous internationaux, avec des caps longs. Enfin, je n'ose même pas dire le nombre de caps qu'ils ont. Et du coup, bah, te dire que tu as joué pendant pas mal d'années avec eux, c'est quand même ouais, une vraie fierté d'avoir pu les côtoyer et d'avoir pu jouer avec eux. Merci beaucoup, Pierre, de m'avoir accordé De du temps. rien, écoute, Et avec puis, grand plaisir. je suis ravi de pouvoir parler de Bourgoin et j'espère le refaire très vite au présent et pas simplement au passé. Ouais, Et pour ça, ben, on espère que Pascal Papé va réussir à débloquer un peu la situation du côté du CSBJ. C'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas. écoute, en tout cas, merci beaucoup, Pierre. Voilà, c'était Rugby Brut, le podcast proposé par Legendary Plays avec Pierre Rasky. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, et pas seulement aux supporters du CSBJ, hein, vous pouvez le faire tourner autour de vous, dans vos familles, auprès de vos coéquipiers ou de vos coéquipières. Et puis si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à le dire, à parler de lui. Et puis si c'est pas le cas, si jamais vous êtes déçu, bah déjà je vous rembourse pas parce que c'est gratuit. Et puis ensuite, mentez, dites quand même que c'était super parce que ça peut changer le destin de ce podcast. Merci de m'avoir écouté et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Rugby Brut.